Bonjour. J'ai une double responsabilité, d'une part de vous accueillir tous au nom du Centre d'Alembert en tant que directrice du centre. Et je voudrais commencer par remercier tous ceux qui ont participé à la préparation de la journée et du séminaire, les membres du conseil scientifique des programmes qui ont choisi ce thème, les membres du comité de pilotage dont vous avez la liste dans cette petite brochure, l'université Paris-Sud dont la présidente Sylvie Retailleau qui regrette de ne pas pouvoir être ici aujourd'hui pour vous dire un petit mot. Mais qui m'a encore réaffirmé il y a quelques jours son attachement au centre et le soutien pérenne que l'université nous accorde. Nous remercions évidemment bien la faculté des sciences d'Orsay, donc Christine vous a dit un mot tout à l'heure, qui soutient en particulier chaque année l'organisation du colloque. Cette année aussi, nous avons eu un soutien nouveau qui est arrivé, qui est celui de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Saclay, donc il est nouveau puisque la Maison des sciences de l'homme de Paris-Saclay est elle-même nouvelle, c'est un soutien qui nous a permis de filmer les séances du séminaire dont les vidéos sont en ligne. Alors les 3 dernières séances, elles sont en cours de mise en ligne. Également, la MSH nous a apporté le soutien de son service de communication. On a aussi des liens et une aide pour la communication de la Diagonale Paris-Saclay. Et surtout, je voudrais remercier tous les intervenants qui ont répondu à notre invitation pour venir s'exprimer aujourd'hui. Alors, je crois qu'elle n'est pas là, c'est dommage, mais beaucoup d'entre vous ont eu des échanges avec Véronique Luec, notre secrétaire, que je voudrais remercier tout particulièrement parce que sans elle, vraiment, le centre ne pourrait pas exister. Alors, j'en viens maintenant à ce petit exercice, en fait, puisque comme Christine l'a dit, cette année, nous avons un peu changé de formule. Les années précédentes, en fait, on avait un thème pour le séminaire et puis un thème pour le colloque qui pouvait ne rien avoir. Cette année, on a choisi d'organiser donc d'avoir un thème commun, de décliner le séminaire comme on a souvent l'habitude de le faire de manière pluridisciplinaire, en voyageant entre les disciplines. Et effectivement, alors que d'habitude, on fait les séminaires ont lieu ici, dans le bâtiment des colloques, en faisant surtout appel aux ressources du côté de la faculté des sciences. Cette année, nous avons fait un séminaire itinérant, ce qui nous a permis d'aller dans différents endroits, et en particulier d'aller à la fac de Sceaux. En fait, je n'avais jamais été à la fac de Sceaux depuis que je suis à Orsay depuis 89. J'ai découvert la fac des Sceaux grâce à cette séance décentralisée. On a été aussi au Kremlin-Bicêtre, voilà. Et puis le colloque donc avait pour objectif de pouvoir aborder les questions de manière plus transversale après ces déclinaisons un peu thématiques. Et donc, ça nous a paru utile de démarrer le colloque avec un petit... Alors, voilà, j'ai pas choisi de faire un résumé des différentes séances du séminaire. Je vous invite à aller voir les vidéos. C'était un séminaire très riche et qui avait évoqué beaucoup de facettes. L'exercice, pour moi, c'était plutôt de dégager quelques points saillants qui m'ont paru émerger un peu de cet itinéraire et dont je pense qu'ils trouveront aussi des échos dans la journée, dans cette journée. Alors j'ai fait des choix de quelques questions qui m'ont plus particulièrement interpellée et c'est des choix personnels, je les assume et bien évidemment il y aurait eu d'autres choix tout à fait possibles et tout aussi légitimes. Alors, le fil rouge, c'était bien sûr le thème de la catastrophe. Johan Moreau, en fin de journée, reviendra sur ce qu'on peut désigner par catastrophe. Mais
voilà, ce qu'on peut dire, c'est un peu un truisme. La catastrophe, c'est quelque chose qui est énonciatrice de conséquences désastreuses pour ceux qui le subissent. Alors, j'ai reproduit sur cette diapositive un élément du visuel qui a été élaboré par le graphiste de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay. Et c'est ce graphisme, enfin cette affiche, qui a accompagné les différentes séances du séminaire. Alors évidemment, sans remettre en cause la qualité graphique, qui est bien supérieure à tout ce que d'habitude c'est moi qui fais les affiches, donc tout ce que je suis capable de faire, c'est pas mon métier. Mais en fait, on n'était pas vraiment enthousiaste sur ce visuel. Parce que l'ambiance crépusculaire, finalement, reflétait pas nécessairement le parcours que nous voulions construire, qui était un parcours justement où on voulait éviter le catastrophisme et une mise en accusation a priori de la science et de la technologie. Alors si je le reproduis ici, c'est parce qu'il me paraît justement intéressant parce qu'il reflète l'imaginaire du graphiste. C'est-à-dire le graphiste, on lui parle de catastrophe et voilà ce que ça évoque pour lui. Et je crois que c'est symptomatique du type de catastrophe que nos sociétés contemporaines redoutent. Des catastrophes liées à des progrès technologiques qui se retournent contre nous en détruisant le monde naturel dans lequel nous vivons. Alors, après, pour avancer avec ça, comment on fait? Comme ça marche? Oui. Moi, je suis Mac et alors les PC, j'ai du mal. Je suis désolée. Donc, au-delà de la diversité des catastrophes qui nous menacent, qu'elles nous tombent du ciel ou des aléas climatiques, selon les séances qui ont été organisées, le séminaire nous a amené à interroger la distinction entre catastrophes naturelles et catastrophes technologiques. C'est une distinction que Christine a déjà évoquée. Mais effectivement, comme on nous l'a expliqué lors de la dernière séance, qui était consacrée au rôle des assurances pour couvrir les risques de catastrophe, la distinction entre les deux est essentielle pour définir le régime assurantiel. Celui de la garantie des catastrophes technologiques ou celui de celle des catastrophes naturelles qui ne relèvent pas du même régime juridique. Entre autres parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui payent. Dans le cas des catastrophes naturelles, on a un fonds de garantie des catastrophes naturelles. Dans le cas des catastrophes technologiques, il est censé y avoir un responsable. Par exemple, si on prend AZF, le responsable, c'était par exemple Total, théoriquement, et c'est lui qui est censé être, c'est le responsable qui est censé payer. L'activation de l'une ou l'autre de ces garanties relève d'un arrêté du gouvernement déclarant l'état de catastrophe technologique ou l'état de catastrophe naturelle selon les cas. Donc un tremblement de terre, un tsunami sont des catastrophes naturelles, l'explosion d'AZF ou de Seveso sont des catastrophes technologiques. Mais qu'en est-il de l'explosion de la centrale de Fukushima Daiichi qui sera évoquée cet après-midi? C'est ce qui est représenté sur cette photo. Où un tremblement de terre provoque un tsunami d'une amplitude qui n'avait pas été anticipée par les concepteurs de la centrale nucléaire et un accident nucléaire majeur. Un tremblement de terre de même magnitude aura des conséquences complètement différentes selon qu'il affecte des pays qui respectent les normes sismiques ou des pays souvent pauvres qui ne les respectent pas. Selon qu'il affecte des régions désertiques ou des régions très peuplées. Ainsi, comme le montre l'exemple de la tempête Cynthia, les conséquences d'une catastrophe naturelle sont aussi le résultat des activités humaines et des choix politiques préalables, comme le choix de construire en zone inondable. Les questions du réchauffement climatique, comme celle de la perte rapide de la biodiversité, questionnent notre rapport à la nature comme à celle de la temporalité. Les deux séances consacrées à ces thématiques montrent que l'idée d'un équilibre naturel stable à préserver est illusoire. Et c'est ce que Pierre-Henri Gouillon avait illustré par cette photo d'Einstein et cette citation « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». Donc, ce sur quoi Pierre-Henri Gouillon insistait, c'était que l'idée
il s'agit de défendre une nature stable, immuable, dans une espèce d'équilibre perpétuel et illusoire. Et il n'y a pas de préservation possible d'un état idéal où l'espèce humaine et son environnement seraient figés. Mais la question posée est celle de la vitesse des transformations, des accélérations que nous pouvons constater et qui sont visibles ici sur cette courbe du GIEC qui nous a été présentée par Hervé Letreux et qui montre l'évolution des températures. Alors là, il y a aussi, ça correspond à différents scénarios qui sont envisagés par le GIEC et qui répondent donc ces différentes courbes aussi correspondant aux différents types de solutions ou d'évolution que les hommes peuvent ou non mettre en œuvre. Et donc la question, c'est celle de la compatibilité des changements rapides induits par nos activités avec la survie de notre espèce. Alors, en principe, nos tentatives de prévoir et de comprendre les catastrophes visent soit à les prévenir, soit les anticiper pour en limiter les conséquences, en particulier humaines. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Dans le domaine du climat ou de la biodiversité, les constats scientifiques sont là. Les analyses des causes existent, et pourtant, on voit bien les difficultés à changer de route. Un autre exemple est celui fourni par Bruno Falissard lors de la 5e séance, donc dans le domaine de la santé mentale. Pour prévenir les maladies mentales, nous dit-il, on sait ce qu'il faudrait faire, il faut lutter efficacement contre les violences intrafamiliales. Et pourtant, les politiques publiques agissent peu ou trop peu à ce niveau. Il ne s'agit donc pas seulement de comprendre pour pouvoir agir, il s'agit aussi des forces sociales, culturelles, politiques, qui viennent faire obstacle à la mise en place de solutions efficaces. Alors, qui dit catastrophe nous dit risque. Et la question du risque renvoie souvent à des calculs de risque. Alors, c'est, comme je l'ai mis à gauche, particulièrement vrai dans le domaine des assurances. Les calculs de risque renvoient à la volonté de prévoir la catastrophe et à défaut de la prévenir et de l'anticiper. Ces calculs de risque relèvent souvent de relevés statistiques et de calculs de probabilité. Comme cette table de mortalité générée par les instituts démographiques est largement utilisée par les compagnies d'assurance. On peut également, et on en a vu un exemple lors d'une séance consacrée au numérique, tenter de modéliser pour pouvoir prévoir, à défaut de prévenir, comme sur cette simulation informatique de ce qui s'est passé à la Faute-sur-Mer que nous a présenté Antoine Rousseau de l'INORIA. Alors, vous voyez que à droite, vous avez la zone bleue, en fait, là on a à petite échelle, et une zone, c'est une simulation informatique. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ça montre qu'ils ont créé un modèle, en fait, qui peut représenter cet envahissement complet de toute une partie de la ville. Mais pour que le modèle soit réaliste, encore faut-il qu'il puisse intégrer de multiples facteurs, et c'est la conjonction de ces facteurs qui va provoquer la catastrophe. Et c'est souvent, pour ce qui est des prévisions, nos difficultés à envisager des concours de circonstances qui sont très peu probables et qui nous rendent impuissants à prévoir. La confrontation à la catastrophe à notre époque interroge aussi fortement notre rapport au développement technique, qui peut être vu soit comme une malédiction absolue, soit comme la solution pour éviter la catastrophe. La mécanisation à outrance de l'agriculture, nous a dit Jeanne Lecomte, menace la biodiversité. Et en même temps, certains ont imaginé de la sauver en créant une réserve mondiale de semences en Norvège, au pôle Nord, c'est à Svalbard, une chambre forte qui contient les graines de toutes les cultures vivrières de la planète pour préserver la diversité génétique. Dans un autre domaine,
À gauche, en bas, vous avez une représentation en fait de tous les déchets spatiaux donc liés à l'activité astronomique, non pas astronomique, enfin spatiale, disons, excusez-moi, d'objets donc spatiaux ça abandonne tout un tas d'objets autour de la Terre, qui flottent autour de la Terre et qui, comme sont suffisamment denses et en nombre suffisamment important pour commencer à susciter un certain nombre d'inquiétudes. D'un autre côté, nous avons des inquiétudes sur d'éventuels astéroïdes qui pourraient représenter une manière, et en fait des astéroïdes tombent régulièrement sur la Terre. Alors en général, la probabilité qu'ils tombent sur des régions habitées et denses est relativement faible, mais bon, voilà, ça peut représenter un danger. Et alors il y a un projet, AIDA, qui est développé par l'ESA et la NASA, avec l'espoir de pouvoir infléchir la trajectoire d'un astéroïde qui menacerait notre planète. Lors de la séance consacrée aux technologies de l'information, Alexandre Monin, lui parle d'effondrement possible par rapport au numérique. Alexandre Monin nous a alertés sur les dangers du développement du numérique et d'une manière, enfin, en insistant sur des dangers qui ne sont pas forcément les questions les plus habituelles auxquelles on pense, parce qu'en fait, lui, il insistait finalement sur les aspects matériels du développement informatique. C'est-à-dire les questions de stockage, les questions, par exemple, ici, il montre les projections d'IBM sur le développement des objets connectés. Et en fait, toutes ces projections posent des questions redoutables en termes de consommation de matériaux rares, de consommation d'énergie et de production de chaleur. Et donc, quand on voit les deux courbes, à côté cette courbe de développement un peu infini, enfin exponentielle de l'innovation et puis la courbe d'augmentation des températures, on peut se poser la question de comment concilier lutte contre le réchauffement climatique et des politiques économiques centrées sur l'innovation. Alors aussi, la manière... Ah, là, il y a eu un problème de... Je sais pas, c'est le passage du Mac à PC, mais il y a un visuel qui a pris la mauvaise orientation. La manière dont nous cherchons à nous protéger des conséquences des catastrophes en dit long sur notre conséquence de la solidarité entre humains. Doit-elle relever d'une organisation collective, de l'initiative privée, d'une logique assurantielle ? Est-ce à chacun de faire les choix des risques qu'il assume, par exemple en choisissant ou non de s'assurer? En fait, selon les pays, selon les cultures, etc., ces différentes options se conjuguent dans des configurations qui sont complexes. Alors une chose que j'ai appris, alors qui m'a beaucoup surpris, et je ne sais pas si... Monsieur Dembinski, qui doit nous parler des crises financières cet après-midi, enfin sûrement il connaît ça, mais moi je ne connaissais pas du tout. Il existe, j'ai appris à l'occasion de cette dernière séance à Sceaux, qu'il existait des obligations sur catastrophes naturelles, ou des cat bonds. Et par exemple, l'exemple qui nous a été cité, c'était l'exemple de l'État californien, donc, qui emprunte sur les marchés financiers pour constituer une réserve destinée à couvrir le Big One, le prochain grand tremblement de terre que tout le monde attend. Et c'est aussi une méthode qui est utilisée, vous savez que les compagnies d'assurance sont elles-mêmes se réassurent, hein, il y a des gros réassureurs, et que ces réassureurs eux-mêmes utilisent ces cat bonds, donc émettent ces obligations sur les marchés financiers. Et bon, là, c'était vraiment présenté comme une innovation très intéressante. On peut se demander si, je ne sais pas, peut-être on pourra nous en dire un peu plus cet après-midi, si là aussi il n'y a pas le risque d'une bulle financière qui peut se créer. Alors, a également été interrogé évidemment le rôle des médias. Alors là, dans le cas de Catherine Hill, qui est une statisticienne qui travaille épidémiologiste du cancer,
Elle l'a montré, donc elle a utilisé ce dessin un peu humoristique, plutôt pour illustrer un peu, plutôt de manière un peu critique, disons, le rôle des médias. À la fois leur rôle anxiogène en générant des risques. Alors vous voyez, là, c'est présenté comme 3 roues qu'on fait tourner aléatoirement, et donc on peut avoir donc sur la roue de gauche, vous choisissez le type de risque avec, par exemple, ce que ça représente, enfin les causes, le type de facteurs de risque en fait. T'as le fumée, le stress, le vin rouge, etc. Et puis ensuite, peut causer, et puis vous avez toute une série de risques, et puis ensuite, vous avez selon les catégories. Donc, il y avait à la fois, elle critiquait à la fois le rôle un peu anxiogène et puis aussi une insuffisance de compétences scientifiques ou une volonté de simplification abusive. Alors là aussi, nous aurons l'occasion cet après-midi de revenir sur d'autres aspects du rôle des médias dans les couvertures des catastrophes. Alors, je me suis un peu demandé comment conclure cette petite présentation, et puis finalement, j'ai choisi de ne pas conclure, parce que, après tout, c'est une ouverture. Nous conclurons peut-être ce soir, et je vais donc m'arrêter là en vous souhaitant un excellent colloque.